Il existe des comparaisons qui, lorsqu'elles proviennent d'instances officielles, deviennent des jugements historiques. La Turquie a qualifié Benjamin Netanyahou de figure comparable au pire bourreau du XXe siècle. Avant de balayer cette déclaration comme une simple provocation, il est essentiel de considérer sa gravité. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce ne sont pas des accusations lancées sur les réseaux sociaux, mais des instruments juridiques contraignants, issus d'enquêtes rigoureuses par une institution reconnue par 124 nations pour représenter la justice universelle. Le communiqué turc n'est pas un simple message d'un fonctionnaire, mais un document officiel, numéroté et archivé, émanant du ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie, reflétant la position d'un État souverain. Et pas n'importe quel État. La Turquie est membre de l'OTAN, avec la deuxième armée de l'Alliance atlantique en termes d'effectifs et de capacité. Lorsque Ankara s'exprime ainsi, le monde doit prêter une attention particulière à cette déclaration, au même titre que celle d'une grande puissance. Ce qui interpelle tant l'analyste que le citoyen, c'est la simultanéité des événements. Au moment où Ankara publiait un communiqué comparant Netanyahou à l'architecte du génocide du siècle dernier, la Turquie révélait sa nouvelle bombe thermobarique nommée Gazap. Après des années d'études de la géopolitique, je sais que les coïncidences dans ce domaine sont souvent des constructions délibérées. La concomitance de ces deux actions n'est pas fortuite, elle est calculée et intentionnelle. La Turquie ne diffuse pas des images de cette arme sans contexte. Elle les présente comme un signal de dissuasion à un dirigeant qu'elle a désigné comme génocidaire. Permettez-moi d'être précis, car la précision est essentielle dans une analyse sérieuse dans un monde saturé d'approximations. Ce n'est pas seulement la Turquie qui utilise ce vocabulaire juridique lourd de conséquences. La Cour pénale internationale, mandatée par 124 États, a émis des mandats d'arrêt actifs contre Netanyahou. Pour ceux qui connaissent le droit international, il est important de rappeler ce que cela signifie. Ces mandats ne sont pas des opinions ou des déclarations politiques. Ce sont des ordres judiciaires issus d'une enquête portant la force contraignante du droit international pénal. Permettez-moi de parler sans détour de la situation à Gaza. Tout commentaire géopolitique qui ignore la réalité humaine concrète n'est pas une analyse, mais une esquive. Depuis octobre 2023, l'armée israélienne mène une campagne de bombardement systématique sur Gaza. J'ai examiné les images, les rapports de terrain et les témoignages de journalistes qui couvrent ces événements au péril de leur vie. Une correspondante, postée dans un hôpital du sud de Gaza, a décrit l'arrivée de familles entières, des mères, des enfants, des nourrissons, fuyant vers une zone que l'armée israélienne avait désignée comme refuge. Elle a rapporté la mort d'au moins 10 enfants de moins de 5 ans, victimes d'une brutalité qui dépasse notre vocabulaire. Les ambulances arrivent sans interruption. Elle a déclaré avec la douleur d'un témoin de l'insoutenable, cela dépasse les mots. C'est un massacre. J'emploie ce terme avec rigueur. Après des décennies à peser mes mots, je constate que lorsque les agences onusiennes, les organisations de défense des droits humains et les journalistes sur le terrain convergent vers les mêmes conclusions, l'honnêteté intellectuelle exige d'accepter ce que les preuves imposent, même si cela dérange ceux dont l'identité politique repose sur un soutien inconditionnel à une des parties. Les autorités sanitaires palestiniennes rapportent plus de 35 000 morts, la majorité étant des civils, avec une proportion alarmante d'enfants. La mort de ces jeunes n'est pas seulement une catastrophe humanitaire, mais une mise en accusation de notre civilisation. Parallèlement au bombardement, Israël bloque l'entrée de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments à Gaza. Les procureurs de la Cour pénale internationale ont qualifié cette pratique d'utilisation de la famine comme arme de guerre.
Ce n'est pas une accusation d'un adversaire, mais un constat de droit d'un tribunal international neutre. En avril 2026, Israël a intensifié ses opérations militaires vers le sud du Liban. La même logique, les mêmes méthodes et les mêmes conséquences se manifestent désormais dans cette nouvelle région. Ce qui a commencé à Gaza s'étend. Les victimes civiles s'accumulent au Liban. L'architecture de cette expansion suit un schéma que l'histoire me permet de reconnaître avec une inquiétante régularité. La force militaire, une fois déployée sans contrainte significative, ne se retire pas d'elle-même. Elle s'étend, car la logique du pouvoir sans entrave est toujours celle du toujours plus. J'ai précédemment analysé le concept de Grand Israël, cette vision territoriale que Netanyahou et ses alliés de coalition ont exprimée avec une franchise croissante. Réaliser cette vision dans sa forme la plus expansive nécessiterait le déplacement ou l'élimination de populations considérables en Jordanie, en Irak, en Égypte, au Liban, en Palestine et en Syrie. Je ne fais pas cela par spéculation, mais comme une lecture directe des cartes et des déclarations que des responsables israéliens ont eux-mêmes produites. Le communiqué du ministère turc des Affaires étrangères accuse Netanyahou de tenter délibérément de saboter les négociations de paix, car la poursuite du conflit sert ce projet expansionniste. Cette accusation mérite d'être prise au sérieux et analysée plutôt que rejetée par réflexe. Ce qui nous amène à la bombe thermobarique Gazap que la Turquie a choisi de dévoiler à ce moment précis. Cette arme est conçue pour pénétrer des structures renforcées et des tunnels jusqu'à 90 mètres sous la surface. Réfléchissez aux acteurs régionaux qui possèdent ce type d'infrastructure souterraine. Le mécanisme de cette arme génère une onde de pression massive associée à une chaleur extrême et à une consommation totale d'oxygène, créant une zone de destruction où la survie est presque impossible. Les témoignages des rares survivants d'armes similaires en Tchétchénie décrivent une expérience d'enfer physique. Les poumons s'effondrent, l'oxygène disparaît et le corps est consumé de l'intérieur avant que les structures environnantes ne s'effondrent. La Turquie possède les plateformes nécessaires pour déployer cette arme, avec des avions F-16 et les infrastructures de lancement requises. Elle est située à environ 500 km des côtes israéliennes. En tant que membre de l'OTAN, ses capacités militaires s'inscrivent dans des obligations d'alliance et une intégration militaire occidentale, rendant sa posture d'autant plus significative. Ankara se trouve à la fois à l'intérieur de la tente et brandit une arme d'une létalité extraordinaire contre un dirigeant qu'elle a comparé à Adolf Hitler. Si cela ne mérite pas une attention analytique soutenue, qu'est-ce qui le ferait? La dimension du positionnement turc va au-delà de la simple confrontation avec Israël. Sous Erdogan, la Turquie s'affirme comme la voix dominante du monde sunnite, un rôle laissé vacant par l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite, dont les réactions à la crise de Gaza sont souvent perçues comme indifférentes. Dans ce vide, le Pakistan s'affirme également, créant une dynamique de compétition régionale. La Turquie ne peut pas se permettre d'apparaître moins engagée que le Pakistan sur la cause palestinienne, sans risquer de perdre l'influence qu'Erdogan a patiemment construite. La bombe thermobarique envoie aussi un message à Téhéran. Turquie et Iran sont en compétition pour l'influence en Irak, en Syrie et dans le Caucase. Une arme capable de détruire des bunkers souterrains rappelle à l'Iran et à Israël que la Turquie souhaite être reconnue comme un acteur stratégique indépendant. Erdogan ne se limite pas à exprimer une solidarité morale avec les Palestiniens. Il manœuvre dans un échiquier régional complexe où chaque mouvement a des répercussions sur de multiples publics. À travers les mandats d'arrêt de la CPI, le communiqué turc, la bombe thermobarique et les 35 000 morts, les images d'enfants restent invisibles sur les télévisions occidentales. La voix dominante de la presse américaine et européenne traite ces événements comme des préoccupations secondaires. Pendant ce temps, la Russie, la Chine
et l'Iran couvrent l'histoire. La presse occidentale, qui prétend dire la vérité au pouvoir, détourne le regard et minimise l'essentiel, encadrant la catastrophe à travers le prisme des préoccupations sécuritaires israéliennes, considérant les morts palestiniens comme une complication regrettable mais gérable. J'affirme depuis des années que le véritable test d'une presse libre réside dans sa couverture des puissants quand ceux-ci sont ses alliés. À cet égard, une grande partie de la presse occidentale échoue et cet échec est à la fois journalistique et moral. Une démocratie qui ne peut pas rendre compte honnêtement des actions menées en son nom a perdu la lucidité nécessaire à son propre gouvernement. J'ai consacré ma carrière à la conviction que les idées ont des conséquences, que les institutions comptent et que l'état de droit est essentiel. Ce que je constate, c'est l'érosion progressive de cette architecture. Nous assistons à un gouvernement soutenu par l'Occident commettant des actes qualifiés de génocide par ses adversaires et des tribunaux internationaux, tandis que les institutions de l'ordre international fléchissent sous la pression politique. L'histoire ne détournera pas le regard. Elle n'a jamais fait cela. Les silences de chaque époque sont aussi révélateurs que les déclarations. Ce que nous choisissons de ne pas dire, de ne pas montrer et de présenter comme secondaire, tout cela fera partie de l'archive. J'ai l'intention d'être du bon côté de cette archive. J'espère que vous me rejoindrez.